L'Organisation mondiale du commerce, aussi connue sous son acronyme OMC, a été officiellement fondée le 1er janvier 1995. Cette organisation représente la suite de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, aussi connu sous son acronyme du GATT. Ce prédécesseur de l'OMC prit forme en 1947 dans le contexte de la création du système de Bretton Woods. Ce système visait, suite à la Deuxième Guerre mondiale, à développer la coopération économique internationale à travers des institutions multilatérales. Ces institutions incluaient entre autres le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui existent d'ailleurs encore aujourd'hui. Le GATT avait donc comme but général de promouvoir le commerce international et de réduire, voire éliminer, les barrières au commerce telles que les tarifs ou les quotas. En d'autres mots, le GATT promouvait l'établissement d'un libéralisme économique mondial. Durant son existence, de 1947 à 1986, la GATT compta 7 rondes de négociations et c'est à la 8e ronde que la création de l'OMC commence à prendre forme. En effet, durant les années 80, les pays membres du GATT commencèrent à s'inquiéter des insuffisances des provisions du GATT. L'accord ne s'adaptait tout simplement pas bien aux nouvelles réalités de la globalisation. C'est alors que débute la ronde de négociations célèbre, le Uruguay Round. Débutant en septembre 1986 en Uruguay, ces négociations durèrent de nombreuses années. Cette nouvelle négociation cherchait, entre autres, à étendre le système du commerce international à d'autres secteurs tels que la propriété intellectuelle et les services. Ces négociations aboutirent, le 15 avril 1994, à la signature de 124 pays d'une entente établissant le régime de l'OMC à Marrakech. Le régime de l'OMC commença donc officiellement le 1er janvier 1995 selon les provisions de l'acte final de Marrakech. C'est ainsi que naît l'OMC, qui incorpora et modifia le GATT pour devenir la plus grande organisation économique mondiale. Si l'on s'intéresse au fonctionnement et à la composition de l'OMC, on constate que c'est une organisation qui est composée de 164 pays membres qui représentent environ 98% du commerce mondial. À l'OMC, les décisions sont prises pour la plupart par consensus entre tous les membres avant d'être ratifiées par les parlements nationaux. Cela signifie que les négociations entre les pays membres et les décisions, en général, sont prises en fonction d'un principe démocratique selon lequel un pays obtient un vote. Pour devenir membre, les gouvernements doivent mettre en place des politiques économiques et commerciales en conformité avec les règles de l'OMC. Cela signifie qu'ils devront adopter des politiques dans plusieurs domaines tels que les échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que la protection de la propriété intellectuelle. De façon générale, on constate donc que le but est de favoriser autant que possible la bonne démarche, la prévisibilité et la liberté des échanges. Comme Stephen Gill l'a mentionné, l'OMC est donc une organisation internationale qui participe d'un processus d'institutionnalisation des principes libéraux, voire des principes néolibéraux au sein de l'économie mondiale. En ce qui a trait à la représentativité des pays au sein de l'OMC, on constate que de plus en plus, certains pays s'unissent pour former des groupements et des alliances du fait qu'ils partagent des intérêts économiques similaires. Il peut même arriver que certains pays qui participent de ces coalitions s'expriment par une seule voix, celle du porte-parole représentant l'ensemble des pays partageant des intérêts communs. Ces coalitions peuvent se faire entre pays dits développés ou entre pays dits en développement, mais l'augmentation du nombre de coalitions entre pays en développement témoigne de la diffusion plus large du pouvoir de négociation au sein de l'OMC. Selon l'OMC, la formation de coalitions est dans une certaine mesure la conséquence logique du mouvement d'intégration économique puisque le nombre d'unions douanières, de zones de libre-échange et de marchés communs dans le monde ne cesse d'augmenter. Les alliances sont aussi pour les plus petits pays un moyen d'accroître leur pouvoir de négociation et leur capacité à représenter leurs intérêts face à certains grands partenaires commerciaux comme l'Union européenne ou bien les États-Unis. Grâce aux coalitions, il devient aussi parfois plus facile d'arriver à des consensus et des compromis au sein de l'OMC. Le regroupement de pays le plus important et le plus vaste au sein de l'OMC, c'est l'Union européenne, avec ses 28 États membres. Avec cette coalition de taille, on comprend mieux pourquoi elle est l'un des acteurs principaux dans les échanges économiques à l'échelle mondiale. Il existe aussi plusieurs autres alliances au sein de l'OMC, comme par exemple le groupe de Cairns, le groupe africain, l'ACP ou encore les membres asiatiques en développement. Bref, l'OMC est donc le cadre de l'expression d'une gouvernance multilatérale et permet aux acteurs régionaux de formuler des positions communes et de peser davantage dans le jeu international des relations internationales et commerciales. Bien que présenté positivement par le discours occidental moyen,
En tant qu'outil moderne de règlement des différends et de facilitation du commerce international, l'Organisation mondiale du commerce ne passe pas sous le radar des critiques dans la communauté intellectuelle. David Harvey, par exemple, cite l'accord ADPIC lorsqu'il fait l'inventaire des nombreuses tactiques d'appropriation par expropriation des classes dominantes au détriment des classes dominées. ADPIC est un acronyme pour Aspect des droits de propriété intellectuelle dans le commerce. L'OMC a effectivement formalisé la privatisation de ces droits, pavant la voie vers une appropriation de certains bagages culturels relevant de pratiques ancestrales par les grandes entreprises qui les exploiteront ensuite pour en tirer des profits parfois énormes. Stephen Gill parle lui aussi de l'OMC dans l'élaboration de son nouveau constitutionnalisme qui sert les intérêts des puissants. Dans cette optique, l'OMC, au même titre que le FMI ou la Banque mondiale, serait donc un instrument qui consoliderait l'assise du néolibéralisme et de ses acteurs principaux sur le système économique mondial. Si l'OMC est un exemple de régime tel que l'entend John Ruggie, alors l'hégémon d'un État n'est pas nécessaire à son bon fonctionnement dans un contexte de coopération à saveur néolibérale. Cependant, il semblerait qu'un hégémon de classe sociale puisse tout de même s'installer dans son essence. Voilà donc ce qui conclut ce petit tour d'horizon sur l'OMC. De la part de Maxime, François, Laurence et moi-même, nous espérons vous en avoir appris un peu plus sur cette organisation qui façonne le monde multilatéral dans lequel nous vivons aujourd'hui. En terminant, nous vous souhaitons à tous une fin de session des plus réussies.